Tu le sais, mais si tu me suis depuis un certain temps, je te rabâche la tête en long, en large et en travers sur la gestion de risque. Pour moi, dans l'investissement, le point central et le point le plus crucial à comprendre et à maîtriser, c'est vraiment la gestion de risque. Et le risque, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Tu vas avoir la gestion, le risque financier, le risque de marché, etc., etc. Donc bref, ça peut prendre différentes formes et c'est pas forcément la chose la plus simple à comprendre et à appréhender. C'est pour ça que j'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne à ce propos. Et peu importe le type d'investissement que tu vas utiliser, de toute façon, le risque sera toujours présent. Que tu décides d'investir en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, sur les métaux précieux ou en private equity, ça sera des risques qui pourront être différents parce que c'est pas du tout les mêmes classes d'actifs et ça ne fonctionne pas du tout de la même manière, mais ça doit rester un pilier central et un point crucial à comprendre et à maîtriser, puisque sans gestion de risque, c'est là où tu vas t'exposer à des grosses problématiques, peut-être la perte partielle ou totale de ton portefeuille, et c'est absolument pas ce qu'on nous on recherche en tant qu'investisseur. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter un nouveau papier de recherche que j'ai trouvé très intéressant et qui essaye d'appréhender ou de présenter la gestion de risque d'une autre manière, sous un autre angle que celui que j'aurais déjà pu te présenter sur cette chaîne YouTube. Et je pense que c'est quelque chose qui pourra t'ouvrir l'esprit d'une certaine manière à peut-être mieux comprendre, appréhender ce pilier central pour que tu puisses après prendre des meilleures décisions et placer ton capital plus efficacement sur les marchés financiers, puisque là c'est une étude qui s'oriente plutôt sur les marchés financiers. Comme d'habitude, tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, ça va pas être sorti de mon chapeau, mais c'est vraiment issu d'un papier académique et d'une étude qui a été effectuée par Meb Faber. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux croiser éventuellement les informations et revenir aux sources. Cette étude, elle commence par nous présenter les différents secteurs d'activité auxquels peuvent opérer en fait les différentes entreprises, avec une analyse et une étude qui s'est effectuée entre 1928 et 2009. Donc tu vas retrouver des entreprises qui vont travailler notamment dans les télécoms, dans le secteur de la santé, des utilities, dans le secteur de la tech, de l'énergie, etc., etc. Et entre 1928 et 2009, on va calculer en moyenne, parmi toutes les entreprises qui font partie de ce panier-là et de cette analyse, leur performance, qui s'appelle le CAGR, donc c'est leur rendement, leur retour sur investissement et leur performance entre 1928 et 2009. Le STDEV, c'est la Standard Deviation, ça correspond en fait à l'écart type ou la volatilité en fait de ton portefeuille. Tu as ensuite juste en dessous le ratio de Sharpe et puis le max DD qui est le max drawdown, donc le maximum de volatilité entre le point le plus haut et le point le plus bas sur cette période d'analyse, donc encore une fois entre 1928 et 2009. Si on prend le cas du secteur de l'énergie, sur cette période d'analyse, en moyenne, les entreprises ont fait 11,30% de rendement, avec 20,95% de volatilité en moyenne, un ratio de Sharpe de 0,36 et on a eu un max drawdown de 75, presque 76% pour ce secteur d'activité. En général, ça reste des secteurs qui fonctionnent très très bien, hein, tu vois, depuis 1927, 1928, au moment où l'étude a été effectuée. Alors certes, après, on a eu la Grande Dépression de 1929, et en fait, c'est la grosse baisse que tu vois au tout début, mais voilà, malgré les drawdowns, malgré la volatilité qu'on a, c'est des secteurs qui ont très bien performé. Il y en a qui ont sous-performé, et il y en a d'autres qui ont surperformé. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que souvent, quand tu vas décider d'investir dans des ETF ou en tout cas via des stratégies passives en utilisant des trackers ou des ETF, bah, tu vas t'exposer à tout un tas d'entreprises différentes et à tout un tas de secteurs d'activité différents. Tu vas t'exposer par exemple à des boîtes dans le S&P 500 qui vont travailler dans l'automobile, d'autres plutôt dans le secteur de la santé, d'autres plutôt dans le secteur de l'énergie. Donc tu ne vas pas être en train de choisir quelle boîte va mieux performer, tu vas essayer de t'exposer en fait à un indice globalement. Et si tu as une boîte qui sous-performe et qui sort des 500 plus grandes entreprises américaines, de toute façon il sortira de l'indice et toi tu n'as pas besoin de gérer tout ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des ETF sont ce qu'on appelle pondérés, mais par rapport à leur market cap. Donc plus tu vas avoir une boîte qui va peser lourd et qui va avoir une capitalisation boursière importante, par exemple dans le cas du S&P 500, plus elle va être importante, plus elle va être grosse et plus elle va avoir une valorisation importante, plus elle va peser lourd dans un indice. Et dans le cas du S&P 500, c'est pour ça que tu vas avoir des boîtes qui vont peser lourd dans l'indice comme Amazon, comme Apple, comme Google, etc. Parce que ça reste des grosses structures et tu vas avoir plein d'autres entreprises qui font partie du S&P 500 mais qui vont représenter des clopinettes en termes de pourcentage parce que en termes de valorisation par rapport à ces autres grosses boîtes que je t'ai citées un petit peu plus tôt, bah en fait c'est vraiment deux poids deux mesures. Et du coup il y a de plus
plus en plus d'ETF qui se développent, notamment ce qu'on appelle des ETF équipondérés. C'est ce qui est présenté sur la figure numéro 3 avec la mention Equal Weight, donc les ETF équipondérés. C'est-à-dire au lieu de se dire qu'on va classer des entreprises et on va investir dans des ETF ou dans des fonds indiciels qui vont placer les entreprises par rapport à leur market cap, par rapport à leur valorisation boursière, avec les problématiques que je t'ai présentées un petit peu plus tôt, en fait, on va décider d'investir dans des ETF dits équipondérés, et donc au lieu d'avoir une boîte qui va représenter 5 à 10% par exemple d'un indice, ou qui représente 3, 4, 5, 6% d'un indice, on va avoir tous les ETF, enfin toutes les entreprises qui vont représenter le même pourcentage, peu importe leur market cap. Et donc on va avoir des petites boîtes qui vont avoir une valorisation normalement plus faible, qui vont avoir une pondération dans l'ETF équivalente à par exemple un Apple et un Amazon. Donc ce qui est présenté, c'est qu'en faisant ça, en investissant dans des ETF équipondérés, en ayant une approche équipondérée, tu vas à la fois avoir des performances plus importantes, une volatilité plus faible et augmenter également aussi ton ratio de Sharpe et diminuer ton max drawdown. C'est pas pour rien, c'est parce que en effet, quand tu vas avoir une pondération plus importante peut-être sur des entreprises qui vont avoir un market cap plus faible, en réalité c'est peut-être des entreprises qui peuvent être sous-cotées. Donc si elles se développent plus, tu auras plus de chances d'obtenir des rendements plus importants. Si tu as une grosse partie de ton portefeuille sur Apple, ça ne veut pas dire que cette boîte ne va pas se développer, mais il y a aussi une risque et une probabilité d'avoir des performances plus faibles sur Apple que sur des boîtes qui vont avoir une valorisation plus faible sur des indices connus, comme par exemple le cas du S&P 500. Donc l'idée en fait de cette étude, c'est vraiment de comprendre que oui, d'investir sur le long terme, c'est une chose. Oui, de placer son capital sur les marchés financiers, c'est un point super important. Et d'ailleurs, structurellement, la bourse reste haussière depuis les centaines et les centaines d'années qu'on est capable aujourd'hui d'analyser. Et que chaque secteur que je t'ai présenté un petit peu plus tôt ont donné des très bons ROI, mais ça ne s'est pas fait sans risque, parce qu'il y a des fois des secteurs qui ont sous-performé, d'autres qui ont très bien performé, et que si on était exposé au mauvais secteur au mauvais moment, ça pouvait nous mettre potentiellement dans des positions très compliquées. Donc l'idée en fait de cette étude, c'est de savoir est-ce que l'approche buy and hold, c'est la seule et unique approche en fait qui fonctionne en bourse, ou est-ce que il y a peut-être une approche ou un moyen de pouvoir se protéger et de se dire je vais faire une rotation dans mon investissement, je vais faire du buy and hold peut-être sur certaines périodes ou sur certains secteurs d'activité, et je vais peut-être faire une rotation en fonction de certaines métriques que je vais te présenter un petit peu plus tard, qui va me permettre de m'exposer aux secteurs qui vont avoir le vent en poupe à un moment donné, et peut-être me sous-exposer à certains secteurs qui vont sous-performer durant certaines périodes historiques. Donc pour pouvoir effectuer cette étude et pour pouvoir nous présenter certains éléments de réponse, il y a quand même eu certaines règles qui ont été suivies, et c'est celles que je t'ai présentées à l'écran. Donc il y a 3 points importants à comprendre pour après suivre les résultats que je te présenterai un petit peu plus tard. C'est déjà le classement, la règle d'achat et la règle de vente. Parce que là, on va être plutôt sur une gestion active et un peu aussi passive, c'est-à-dire qu'on va faire du buy and hold, mais on ne va pas faire du buy and hold de manière aveugle, comme ce que tu peux faire ou comme ce que j'ai déjà pu te présenter à plusieurs reprises si tu utilises une stratégie passive en utilisant des ETF par exemple. Là, on se dit, tiens, la stratégie buy and hold, c'est quelque chose qui fonctionne, mais est-ce qu'on ne peut pas éventuellement l'optimiser avec une rotation de certains secteurs en suivant certaines règles d'analyse pour obtenir des résultats plus intéressants. Donc déjà, il y a la partie classement. Donc chaque mois, il y a 10 secteurs, et les 10 secteurs que je t'ai présentés un petit peu plus tôt, qui sont classés en fonction du rendement total, y compris les dividendes. Ils ont utilisé différentes périodes de mesure allant de 1 à 12 mois, ainsi qu'une combinaison de plusieurs mois. Concernant la règle d'achat, là ils ont décidé de faire un investissement dans les X principaux secteurs, notamment ceux que je t'ai présentés un petit peu plus tôt. Par exemple pour le top 1, ils ont décidé d'investir à 100% dans le secteur le mieux classé. Pour le top 2, tu verras, il y aura plusieurs colonnes. Ils ont décidé d'investir du coup 50% dans chacun des 2 premiers secteurs. Donc 50% sur le premier et 50% sur le second. Pour le top 3, ils ont décidé d'investir à 33% dans chacun des 3 premiers secteurs, etc., etc. Et pour la règle de vente, là c'est également aussi relativement simple à comprendre. On va faire un classement des principaux secteurs. Si je prends par exemple le top 3, j'analyse par exemple le top 3, donc les 3 premiers secteurs, je vais regarder en fonction des différentes périodes d'analyse, ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Je vais regarder, si je regarde le top 3, celui qui se situe dans les moins bonnes performances parmi le top 3, parce que dans le top 3, tu vas avoir le premier secteur qui va super bien performer, tu vas en avoir un qui va être classé second et tu vas en avoir un qui va être classé troisième. En fait, si je prends en considération le top 3, je vais supprimer le dernier, donc je vais le vendre et je vais le remplacer par un secteur qui normalement aurait dû faire partie du top 3.
parce que là il s'est fait remplacer par un autre secteur tout simplement. Donc l'objectif en fait de l'aspect vente, en fonction des différentes colonnes et en fonction par exemple si j'analyse le top 1, le top 2, le top 3, etc., on va essayer d'éliminer petit à petit les secteurs qui ont sous-performé pour les remplacer par les secteurs qui auront surperformé sur cette période-là, pour en fait renforcer nos positions sur les entreprises, ou en tout cas les secteurs qui auront le vent en poupe et qui auront bien performé sur cette période, et éventuellement se séparer des secteurs qui auront le moins bien performé. Ça revient un peu en fait à coupler cette approche de buy and hold avec la stratégie momentum que je t'avais présentée à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, sur certaines vidéos que tu pourras retrouver dans la playlist bourse si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais en gros, la stratégie momentum et l'approche momentum, c'est vraiment comprendre, et ça a été prouvé pareil avec des études académiques, que des entreprises et que des secteurs qui ont très bien performé en général entre 12 mois jusqu'à 18 mois auront beaucoup plus tendance à continuer de surperformer sur le court terme, donc entre 6 mois et 8 mois qui vont suivre l'analyse. Et à l'inverse, des entreprises ou des secteurs qui auront sous-performé entre 12 mois et 18 mois auront tendance à continuer de sous-performer sur le court terme, donc entre les 6 mois et les 8 mois qui vont suivre l'analyse. Donc en fait, là, vraiment, cette approche et cette étude, ça revient à coupler cette approche vraiment de buy and hold et de la coupler avec une approche de momentum qui fonctionne très très bien. Donc en appliquant les différentes règles d'analyse que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt, celle du classement, de la règle d'achat et de la règle de vente, l'auteur a décidé de faire du coup plusieurs études avec plusieurs analyses différentes, en classant les différents secteurs du coup dans le top 1, le top 2, le top 3, etc. entre 1928 et 2009. Ça c'est vraiment la période d'analyse pour cette étude académique. Et du coup on a créé le top 1, le top 2 jusqu'au top 9 avec des périodes d'analyse de 1 mois entre 1928 et puis 2009. On a fait exactement la même chose sur une période plutôt de 3 mois avant de faire éventuellement le rééquilibrage, la vente ou l'achat et le classement, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Pareil entre 1928 et puis 2009. Pareil sur une période, là cette fois-ci, de 6 mois. Et enfin, on a fait une combinaison entre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois pour regarder du coup cette approche éventuellement momentum couplée avec du buy and hold entre 1928 et puis 2009. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que d'après les tableaux que je t'ai montrés précédemment, il ressort que la méthode de la force relative fonctionne. Donc la méthode de la force relative, c'est la méthode que je t'ai présentée, la méthode d'analyse avec les 3 critères, le classement, l'achat et puis éventuellement la vente. Donc ça fonctionne sur toutes les périodes de mesure, d'1 mois jusqu'à 12 mois, ainsi que sur une combinaison des périodes, du coup entre 1, 3, 6, 9 et 12 mois. Ce qui est le plus intéressant, c'est que le système surpasse l'achat et la conservation, donc la stratégie du buy and hold, qu'on appelle d'achat et de conservation, environ 70% toutes les années. Donc ça c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que faire une stratégie de buy and hold, en effet c'est quelque chose qui fonctionne, mais en mettant en place cette stratégie en fait de momentum, si tu la mets en place, si tu te dis voilà moi tous les 6 mois ou tous les 9 mois ou tous les 12 mois, je vais peut-être ou tous les 18 mois, peu importe, tu vas vendre les actifs qui ont sous-performé et tu vas renforcer tes positions sur des actifs qui auront surperformé à ce moment-là, il y aura plus de chances et de probabilité à ce que ça continue de surperformer sur les 6 à 8 mois qui vont suivre, et du coup de surperformer une approche simple à 70% du temps d'une stratégie simple en fait de buy and hold. Et c'est vraiment ce qui est représenté ici. Tu vois, si tu choisis à chaque fois le top 1, le top 2, le top 3 en fonction des critères que je t'ai présentés sur les règles d'analyse de l'étude, entre 1928 et 1929, oui, la stratégie de buy and hold fonctionne, mais si tu étais orienté plutôt sur la stratégie en plus de ça momentum, top 1, top 2, top 3, tu aurais très largement surperformé la stratégie simple de buy and hold. Ce qu'on remarque ici, c'est que la stratégie de la force relative, qui est la stratégie, l'approche qui est présentée dans ce papier de recherche, c'est qu'on a vraiment une surperformance de cette approche par décennie par rapport à une stratégie tout simple de buy and hold. Donc là, tu as un tableau qui est représenté à l'écran et qui te montre la surperformance de cette approche de la stratégie de la force relative par rapport à une stratégie simple de buy and hold. Donc si par exemple, je prends là le cas de 1930 et cette colonne avec 2,68%, ça veut dire que si on avait effectué cette méthode-là avec le top 1% dans les années 1930, on aurait surperformé la stratégie de buy and hold de 2,68%. Et en moyenne, ce qu'on remarque, c'est que si on s'était focalisé sur le top 1% avec vraiment cette approche en réalité plutôt momentum, couplée avec la stratégie de buy and hold, on aurait surperformé une approche de buy and hold de
presque 6%, de 5,68%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Si tu prends ça sur des dizaines et des dizaines d'années, 6% de différence globalisée en moyenne sur une période de 40 ou 50 ans, c'est une différence qui est juste monumentale et extrêmement significative sur les résultats que tu pourras obtenir. Et même si tu l'avais fait sur le top 2 ou le top 3, ça aurait été globalement moins intéressant, mais tu vois, ça te montre quand même que tu peux aujourd'hui, avec cette approche-là, une stratégie momentum, et une stratégie intelligente couplée avec des données, tu vois, d'analyse et puis une gestion un peu plus habile de ton portefeuille, tu peux te protéger d'une certaine manière des épisodes de baisse et vraiment booster les performances de ton portefeuille. Même si cette approche fonctionne très bien, il y a quand même un grand inconvénient du système qui est présenté, c'est que le portefeuille déjà il est uniquement long. Donc quand on dit long, c'est qu'on va parier à la hausse. Tu sais, si tu fais éventuellement du trading, tu peux faire du short, donc tu peux parier à la baisse et tu peux gagner de l'argent à la baisse si jamais le marché va dans la direction que tu auras prévu au départ. Et tu peux également gagner de l'argent à la hausse en faisant un long qu'on appelle, tu vas parier à la hausse. Donc si le marché augmente et que toi tu étais en long, tu vas également aussi gagner de l'argent. Là, on sait que structurellement la bourse, elle est extrêmement haussière sur le long terme, mais malgré le fait que tu utilises l'approche momentum, l'approche buy and hold et éventuellement un rééquilibrage de portefeuille qui sont des approches ultra pertinentes et ultra intéressantes qui fonctionnent véritablement pour la gestion de ton patrimoine sur le long terme, en fait tu ne te protèges pas non plus véritablement des baisses parce que tu es vraiment uniquement long et en plus de ça tu es entièrement investi. Donc quand il y a une baisse, si tu n'as pas de cash de côté, tu ne peux pas vraiment faire un DCA et tu ne peux pas te protéger non plus. Donc il y a plusieurs solutions qui ont été proposées par Mebfaber. Premièrement, c'est la stratégie de hedging, donc le fait de se couvrir en passant par exemple une partie de l'investissement directement en liquidité ou en se couvrant avec des shorts ou en pariant éventuellement à la baisse. Et là, je t'ai mis les résultats juste en dessous et on se rend compte que en appliquant cette méthode, en se hedgeant, on se rend compte qu'on a des performances plus importantes, un ratio de Sharpe plus élevé et une volatilité qui va être plus faible. Donc ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette approche-là. Et une deuxième approche, une deuxième solution qui est proposée, c'est d'ajouter d'autres classes d'actifs en portefeuille. Des actifs éventuellement qui vont non être corrélés aux actions. Donc par exemple, tu sais que si tu investis sur les actions, le fait d'avoir des obligations en portefeuille, ça peut te permettre de lisser la volatilité et de continuer d'avoir des performances intéressantes sur le long terme. Mais investir sur les actions, c'est pas non plus, faut pas non plus faire que ça. Faut que tu aies éventuellement des obligations, faut que tu aies des commodities, donc des matières premières, ça peut être aussi des métaux précieux, ça peut être de l'immobilier coté, qu'on appelle des rates aux États-Unis. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir un portefeuille qui sera suffisamment diversifié, avec des performances qui pourront être lissées sur le long terme, et sur lesquelles tu vas pouvoir profiter des différents aléas de marché. Parce que peut-être que tu peux investir à un moment donné sur des périodes qui vont être opportunes aux actions et absolument pas aux obligations, mais ça peut être aussi l'inverse. Et si tu es exposé qu'à une seule classe d'actifs, en fait, tu privilégies un seul et unique scénario. Et c'est vrai que structurellement, les actions sur les centaines et les centaines d'années qu'on est capable aujourd'hui de remonter historiquement parlant, c'est la classe d'actifs qui a été la plus performante. Mais il y a eu des moments donnés et des périodes relativement longues sur lesquelles les actions ont sous-performé aussi les obligations. Pour te donner qu'un exemple. Donc le fait d'ajouter d'autres classes d'actifs en portefeuille, ça a vraiment sens et il y a vraiment un intérêt pour l'investisseur. Je terminerai cette vidéo en te remontrant le graphique que je t'avais présenté un petit peu plus tôt qui représente les différentes approches, notamment l'approche top 1, top 2, top 3 et l'approche buy and hold entre 1973 et 2009. Et on se rend compte que en appliquant une stratégie momentum, pas forcément trop compliquée, on peut arriver sur le long terme à très largement surperformer une stratégie simple de buy and hold. Et en plus de ça, si on ajoute des effets de levier supplémentaires, comme par exemple le fait de se hedger, donc en ayant une partie en cash pour pouvoir faire son DCA, rentrer quand le marché baisse à un moment donné pour renforcer nos positions, ou d'utiliser éventuellement une diversification de portefeuille qui soit intelligente, de ne pas être exposé uniquement aux actions, mais avoir aussi des obligations, avoir aussi des métaux précieux, avoir aussi éventuellement des rates, donc de l'immobilier coté, des commodities, utiliser d'autres leviers comme par exemple investir dans l'immobilier, investir dans les crypto-monnaies, utiliser cette classe d'actifs pour accélérer son indépendance et sa liberté financière, pour après le réallouer, refaire un rééquilibrage et augmenter notre poche d'actifs dans nos investissements en bourse. En fait, tout ça, ça va jouer et c'est tout ça qui va vraiment être le fondement des performances que tu pourras obtenir sur le long terme. Bien évidemment, il y a toujours un équilibre à avoir entre les efforts que tu es prêt à faire, les compétences que tu as et ton envie aussi de gérer de manière un peu plus active ton portefeuille. Mais il y a vraiment des choses super intéressantes et j'espère avoir pu t'éclairer, en tout cas dans cette vidéo, sur les potentiels ou les différents leviers que tu peux être amené à utiliser pour améliorer tes performances sur le long terme.
J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les marchés financiers et si tu veux commencer à faire tes premiers pas efficacement justement là-dedans, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Tu as simplement à cliquer sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et puis tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.